À Hong Kong, tout va plus vite. La métropole asiatique est résolument tournée vers l'avenir. Ses habitants vivent à l'étroit. Le manque d'espace est d'ailleurs le problème principal de la ville. Bénéficiant d'un statut particulier au sein de la Chine, Hong Kong donne l'image d'une ville tolérante et attachée à sa liberté. Il est 10 heures du matin. L'échauffement commence près de l'eau. Une équipe de bateaux-dragons se prépare pour l'entraînement. Manin Lee est la capitaine de l'équipe féminine officielle de Hong Kong. Le bateau-dragon accorde une grande importance à l'esprit d'équipe. Quand on rame, nos cœurs battent tous au même rythme. C'est essentiel. C'est comme ça qu'on gagne. Quand 10 ou 20 personnes mobilisent toutes leurs forces pour être les meilleurs, c'est génial. Les origines de ce sport remontent à des temps mythiques. Il y a plus de 1000 ans, des pêcheurs chinois auraient tenté de calmer les démons lors de terribles inondations en sculptant des têtes de dragons à la proue de leur embarcation. L'équipe de Manin est l'une des meilleures d'Asie. Les hommes ont plus de capacités physiques que les femmes. Mais en revanche, pour ce qui est de la synchronisation, les femmes sont plus douées. Dans un bateau dragon, ramer ne dépend pas seulement de la force des bras. Cela mobilise le corps entier. Toute sa puissance. Manin et son équipe ont un objectif ambitieux. Cette année, elles veulent remporter la régate internationale de bateaux-dragons. On ne se limite pas à de petites distances. Lorsqu'on s'entraîne en mer, on en profite pour admirer la diversité des paysages. Les collines, les bords de mer. Et j'apprécie Hong Kong encore davantage. Hong Kong signifie port parfumé. Cela fait longtemps que l'ancien village de pêcheurs est devenu une mégapole. Ici, c'est l'argent qui dicte son rythme. Plus de 150 ans de domination britannique ont apporté à la ville croissance et prospérité. Aujourd'hui encore, c'est l'argent qui attire les gens à Hong Kong. Ceux qui font fortune sont vénérés comme des rockstars. En fait, plus tu te donnes à Hong Kong, plus tu en retires de profit. C'est l'une des choses qui font le charme de cet endroit. Yun Siu est l'idole de la jeunesse hongkongaise. Chaque soir, des centaines d'écoliers l'attendent. Pourtant, Yun Siu n'est pas une rockstar. Il fait du soutien scolaire. C'est bon, je suis à l'heure. Aujourd'hui, c'est le 5e cours. Allez, c'est parti. Bonjour, chers élèves. Yun enseigne le chinois d'après une méthode qu'il a lui-même développée. Il est l'un des enseignants les plus demandés en ville.
Bien sûr, certains me voient comme une idole. Mais je ne veux pas qu'ils s'extasient uniquement sur mon apparence extérieure ou mon humour. Ce qu'ils doivent admirer, ce sont mes connaissances, ma persévérance et tous les efforts que je fournis. C'est quand il était lui-même étudiant que Yoon a eu l'idée géniale de réinventer la pratique des cours de soutien. Les collégiens et lycéens apprécient ces méthodes non conventionnelles qui tranchent avec le système scolaire chinois réputé très strict. Plus de 300 adolescents assistent chaque jour à ces cours de soutien. Comme la loi interdit qu'il y ait plus de 45 élèves par classe, Yoon a eu une autre idée géniale. Des classes aux parois transparentes avec des écrans vidéo. C'est un métier lucratif. Le soutien scolaire rapporte jusqu'à 100 000 € par mois aux enseignants. Un bon footballeur peut gagner des fortunes. Alors il n'y a rien d'anormal à ce que je sois bien payé, puisque je suis excellent dans ce que je fais. Les parents déboursent 450 € par série de cours pour assurer l'avenir de leur progéniture. À Hong Kong, le marché du soutien scolaire est en plein boom. Yoon a une explication à son succès. Nous avons souvent du mal à définir notre identité. Si vous demandez aux gens d'ici s'ils sont hongkongais ou chinois, il y a des chances qu'ils ne sachent pas quoi répondre. La plupart se focalisent surtout sur l'argent et la réussite sociale. Et la première étape pour y parvenir, ce sont les études. Pour accroître encore sa popularité, Yoon n'hésite pas à investir dans de coûteuses campagnes de publicité. Les enseignants des écoles de jour sont plus traditionnels, plus sérieux, plus comme il faut. Alors que nous, les enseignants des cours de soutien, on s'adapte. Par exemple, en ce moment, le style coréen est à la mode. Alors j'ai choisi un look qui s'inspire de ce style. Et les élèves y sont sensibles. Apple, la femme de Yoon, a 13 ans de moins que lui. Elle sait ce qui plaît aux jeunes et s'occupe du look de son mari. En plus d'Apple, Yoon a 9 autres collaborateurs qui l'aident à manager son empire. Je suis différent des autres. L'attention et l'admiration qu'on me porte, je les mérite. Et puisque vous me le demandez, oui, je suis une superstar. Même au milieu des grandes tours, la tradition perdure. Sur le Wet Markets, on peut se procurer les produits les plus frais de la région. Ici, le client trouve tout. Dans sa petite échoppe, Bill Chan vend du tofu cuisiné selon une recette traditionnelle à partir de graines de soja. Nos ventes de tofu ne sont pas affectées par la situation économique, quelle qu'elle soit. Quand tout va bien, les gens veulent une nourriture saine et consomment davantage de tofu. Et en période de crise, on continue d'en vendre parce qu'il ne coûte pas cher. Cela fait 4 générations que la famille de Bill fait du tofu. Le pâté, ou fromage de soja, comme le tofu est parfois appelé, fait partie de l'alimentation de base des Hongkongais. À Hong Kong,
le prix des loyers des magasins a été multiplié par 10 ces dernières années. Bill a dû s'adapter et a décidé d'ouvrir un restaurant ultra moderne où il réinvente la cuisine au tofu. La cuisine de Hong Kong est assez moderne. On lui associe un soupçon de cuisine occidentale, notamment des techniques de cuisson. Une espèce de fusion, si vous voulez. Ce sandwich au tofu mélange des inspirations chinoises et japonaises. Autrefois, le pâté de soja était un plat qu'on mangeait plutôt à la maison. C'était la nourriture de base dans les familles. J'espère maintenant qu'il va passer au niveau supérieur et trouver sa place dans les banquets et sur les grandes tables. Ici, il n'y a pas beaucoup de place pour le respect des traditions, ni même pour les morts. Par manque d'espace, 90% des personnes décédées sont incinérées et leurs cendres conservées dans des urnes. Pourtant, dans la tradition chinoise, il est très important d'avoir après sa mort une sépulture entretenue, considérée comme un gage de sécurité et de prospérité pour les enfants et petits-enfants du défunt. Comme souvent ici, tout est une question de feng shui. Maggie Leung est maître de feng shui. Derrière nous, il y a de l'eau, vous voyez? Et devant, c'est fermé. Les bateaux entrent par là. L'orientation par rapport aux points cardinaux est très importante, que ce soit pour une sépulture ou pour une habitation. Ça n'a rien d'une superstition. C'est une question de magnétisme et d'environnement. Aujourd'hui, seul un Hongkongais sur deux a la possibilité d'être enterré dans la ville. Le prix d'une tombe peut aller jusqu'à 50 000 €. Un investissement pour l'avenir des enfants. Ceux qui ne peuvent pas s'offrir une telle sépulture sont enterrés sur le continent. Hong Kong a un excellent feng shui. Les collines au bord de la mer constituent une barrière naturelle qui protège l'embouchure et retient l'eau. Le résultat de cette configuration, c'est que ces hauteurs apaisent les eaux qui arrivent. Cela attire l'argent et le retient. Maggie est très demandée. En plus de s'occuper des morts, elle intervient aussi au domicile des vivants. Monsieur Ho a demandé à Maggie de le rejoindre dans l'appartement que sa fille et son beau-fils viennent d'acheter. Il aimerait que rien n'entrave leur avenir. L'appartement de 60 mètres carrés a coûté pas moins de 10 millions de dollars hongkongais, soit 1 million d'euros. À ce prix-là, autant que l'appartement soit harmonieux. Regardez, monsieur Ho. Il y a un angle ici qui arrive dans cette zone et la balaye comme ça. La nuit, il faut donc tirer le rideau pour se protéger de cet arête acéré. Vous comprenez? Le poste de télévision, là, est bien positionné. Il ne fait pas miroir. Mais il ne faut pas que la lumière de l'écran tombe sur la tête du lit. Alors ils doivent l'orienter le plus possible vers le haut. Les jeunes parents attendent leur deuxième enfant. Les enfants devront jouer, faire leurs devoirs et dormir dans 6 mètres carrés.
Ce n'est pas souhaitable qu'on puisse voir de l'extérieur. Vous devriez coller un papier opacifiant. Ou alors il faut tirer les rideaux. Comme ça, l'enfant parviendra mieux à se concentrer lorsqu'il fera ses devoirs. Sinon, il risque d'être distrait. D'accord? C'est Maggie qui leur avait conseillé d'acheter cet appartement au 21e étage car il est proche de la mer, ce qui est positif dans le Feng Shui. Les 4 membres de la famille et leur employée indonésienne doivent pouvoir vivre ensemble en totale harmonie. Pour les générations qui nous ont précédés, le plus important dans la vie, c'était d'avoir son petit nid douillet et plein de joie. Mais ce n'est pas si simple que ça. Pour que tout se passe bien au travail, que l'harmonie règne, il est primordial que l'environnement domestique soit parfaitement en ordre. Maggie a disposé dans l'appartement des objets favorisant les flux énergétiques. À l'aide d'une boussole, elle a aussi localisé la zone argent. Elle y a placé un mannequin écho, un chat porte-bonheur, afin que la famille continue à connaître bonheur et prospérité. À Hong Kong, le terrain est rare et la population nombreuse. Les trottoirs sont étroits et les immeubles très hauts. C'est pourquoi, pour l'instant, rien ne peut encore remplacer les échafaudages suspendus en bambou. Wong In-lo intervient quand les immeubles ont besoin de petites réparations extérieures. La ville compte 7000 gratte-ciel, dont plus de 1000 culminent à plus de 100 mètres. Un record mondial. Les appartements sont souvent minuscules. Je viens pour la fuite d'eau à la fenêtre. Dans l'appartement de M. Chan, une des fenêtres ne ferme plus correctement et doit être changée. Grâce à l'installation en bambou de Wong Lo, les artisans pourront sans problème travailler au 32e étage. Tout commence par un anneau de levage. Lorsque l'on monte un échafaudage, vu d'en bas, on a l'impression que c'est très dangereux. Moi-même, je m'inquiète un peu quand je vois faire mes collègues. Mais c'est purement psychologique. Un peu comme pour le saut à l'élastique. C'est dans la tête. Le bambou est le matériau idéal pour les échafaudages, notamment parce qu'il est très léger. À cette hauteur, le métal serait trop lourd. Grâce à son élasticité, le bambou peut même résister à des typhons. Et plus il est vieux et sec, plus il est stable. Pourquoi j'ai choisi ce métier? Parce que le salaire y est élevé et que ça comporte un certain défi. Et puis, il y a l'aspect technique qui m'intriguait. Je voulais apprendre un métier artisanal. Là, c'est de l'artisanat hautement qualifié. La technique de montage n'a guère changé depuis 2000 ans. Excepté qu'on utilise aujourd'hui du nylon et non plus des fibres de bambou pour faire tenir la structure. La ficelle est simplement enroulée autour des tiges et entortillée, sans aucun nœud. D'en haut, je peux apprécier toute la diversité de la ville. D'un immeuble à l'autre, le spectacle n'est jamais le même.
Il nous arrive de tomber sur des paysages vraiment magnifiques. Parfois, on est en plein soleil, d'autres fois face à la mer ou aux collines. Et c'est toujours une vue unique. On dit que rien ne va aussi vite qu'à Hong Kong. La ville se renouvelle sans cesse. Elle n'a guère le choix. Le flux incessant de nouveaux arrivants ne tarit jamais. La nuit, la ville reste active. Hong Kong ne dort jamais. Les habitants descendent dans la rue pour échapper à l'étroitesse de leur appartement. Pendant ce temps, Sai Ho Choi ouvre grand ses oreilles. Quand on se promène avec des écouteurs, on a des sensations différentes. On se met à réfléchir avec ses oreilles. C'est beaucoup plus fort que si on utilise la vue. On obtient un spectre de sensations plus large. On voit les choses autrement. À Hong Kong, le rythme de vie est très rapide. On y est toujours pressé. C'est une source d'inspiration pour mes créations. Sai Ho est artiste. Il mixe des collages sonores et de la vidéo. Son inspiration, il la puise dans les bruits de la mégapole, comme le son du tramway, vestige de l'histoire coloniale de la ville. Pourquoi j'ai choisi le tramway? Parce que c'est un moyen de transport tout à fait singulier et qui reflète bien la culture de Hong Kong. Même si on ne l'emprunte pas forcément. Les gens l'appellent le ding-ding. Ils sont profondément attachés à leur tramway. C'est ce que j'aimerais exprimer au travers de mes créations. Sai Ho a grandi à Hong Kong. Ses idoles sont les pionniers allemands de la musique électronique du groupe Kraftwerk. Ses performances sonores et vidéo le conduisent sur la scène de nombreux festivals internationaux. Mais c'est chez lui, sur son ordinateur, qu'il réalise ses montages sonores. La caractéristique d'un bruit, c'est qu'il jaillit et disparaît aussitôt. J'essaye d'en collecter de toutes sortes, de recueillir tous ceux que je peux intercepter et de les concentrer dans un espace temporel très bref. Grâce à ses vidéos sonores, Sai Ho est devenu l'un des DJ les plus en vue de la ville. La pratique des arts martiaux permet d'atteindre une certaine sérénité. Depuis que j'en fais, j'ai davantage confiance en moi. Je suis devenue plus persévérante. Mais c'est très exigeant, parfois même très dur. Certains enchaînements nécessitent d'être travaillés et répétés de nombreuses fois, et on ne doit jamais cesser de s'entraîner.
Ça permet de gagner en ténacité. Il faut cultiver cet esprit en permanence. Jackie Wong a commencé le kung-fu il y a 5 ans. Cet art martial lui a permis de se créer un îlot de sérénité au milieu du stress de la ville. C'est dans ce temple taoïste que Jackie suit les enseignements vieux de 1500 ans. L'objectif du kung-fu, qui regroupe plusieurs techniques de sport de combat, est simple: atteindre la perfection, au niveau mental et physique. Le professeur de Jackie s'appelle Jun Wang. Il est maître de kung-fu. Lui-même a appris cet art martial dans le massif chinois des Wudang, les montagnes sacrées du kung-fu, où il a passé quelques années. Aujourd'hui, Jun Wang tente de distiller un peu de la philosophie taoïste dans la ville de l'argent et du consumérisme effréné. Je trouve les habitants de Hong Kong trop obnubilés par les profits à court terme. Ils ne sont pas suffisamment prêts à perdre. Ils ignorent que la véritable force consiste justement à être capable de se confronter à la perte. Car on peut perdre une fois, mais la fois suivante, on peut aussi tout regagner. Aujourd'hui encore, la plupart des gens associent le kung-fu au film de Bruce Lee et passent à côté de l'essentiel. Beaucoup de gens ne voient dans le kung-fu que sa dimension physique. Mais l'essence du kung-fu ne réside ni dans les mouvements, ni dans la rapidité ou la lenteur. L'authentique kung-fu est invisible et vient de l'intérieur. Comme le veut la tradition chinoise, des disciplines telles que les échecs et la calligraphie font également partie de l'exercice. Les entraînements se terminent souvent après minuit. Quand on pratique les arts martiaux, on est beaucoup plus dynamique. On déborde d'énergie. Avant, tout m'était égal. Je n'avais envie de rien faire. Je me désintéressais des études, je faisais peu de cas de ma famille. Et puis j'ai rencontré le maître. Il m'a appris comment un être humain doit se comporter. Et la première chose qu'il m'a enseignée, c'est la piété filiale. Jackie s'occupe désormais de l'enseignement des enfants. Depuis quelques années, les cours de kung-fu connaissent un succès grandissant à Hong Kong, car les parents sont de plus en plus attachés à la transmission des valeurs et des traditions chinoises. Le kung-fu est censé aider les enfants à s'en sortir dans une société qui fait la part belle à la performance. J'ai découvert qu'on pouvait apprendre en enseignant. Et puis travailler avec des enfants, c'est très agréable. Les enfants, c'est plein de vivacité. Avec eux, je sème des graines et j'aide à transmettre l'esprit du kung-fu. Hong Kong information, good morning, helicopter uniform Mike. Okay, copy not above 1005, 1019, we'll report Peninsula uniform Mike. C'est un vrai défi que de piloter un hélicoptère ici. Mais c'est aussi ce qui fait l'intérêt de ce travail, parce que sinon il deviendrait vite routinier. Cela fait 4 ans que Dominique Simoneau pilote des hélicoptères au-dessus de Hong Kong. Quand la visibilité est mauvaise, qu'il y a du brouillard ou du smog, ça peut être dangereux. Notamment à cause des gratte-ciels qui montent très haut ici. On va passer devant la tour la plus élevée de Hong Kong. Elle fait pas loin de 500 mètres, ce qui correspond à notre altitude de vol. Quand tu passes aussi près des montagnes ou des immeubles, tu as intérêt à garder les yeux bien ouverts et à savoir d'où vient le vent. Dominique va rejoindre l'hôtel Peninsula au centre-ville.
C'est le seul hôtel de la ville à posséder une piste d'atterrissage pour hélicoptère. La visibilité est réduite. Le vent de nord-ouest charrie les fumées des usines du continent. Je me souviens très bien de mon premier atterrissage ici. C'était vraiment exaltant d'arriver directement sur un toit au milieu de la ville. Non seulement tu te sens comme un VIP, mais tu en es un. Parce qu'après tout, tu laisses tous les embouteillages derrière toi. Une des missions de Dominique consiste à emmener des clients de l'hôtel jusqu'à l'aéroport. À Hong Kong, les pilotes viennent du monde entier car seuls les plus chevronnés sont capables de voler ici. Just sit comfortable, put your seatbelt. Okay. And we'll be gone in a minute. Okay. Okay. And when you fly over Hong Kong, you're kind of confined. Pendant le vol, on a peu d'espace. Au-dessus, à cause des avions qui décollent et atterrissent à l'aéroport. Et en dessous, il y a les gens et les immeubles. En fait, on vole comme si on était dans un sandwich. Le vol de l'hôtel à l'aéroport dure une quinzaine de minutes. Il est facturé 2 300 € au client. Le train ne met que 20 minutes de plus, mais à Hong Kong, encore plus qu'ailleurs, le temps c'est de l'argent. Le Peninsula est l'un des hôtels les plus luxueux du monde. Parmi ses clients, des stars comme Richard Gere ou autrefois Elizabeth Taylor. Construit en 1928, c'est le plus vieil hôtel de Hong Kong. Ailleurs dans la ville, la plupart des bâtisses de l'époque coloniale ont été rasées pour gagner de l'espace. Fuyant le régime communiste et la révolution culturelle des années 60 et 70, de nombreux Chinois ont trouvé refuge à Hong Kong. Le nombre d'habitants explose, la pauvreté aussi. Ces 60 dernières années, la population de Hong Kong a quadruplé. Dans les années 50, la ville s'est lancée dans la construction de logements pour héberger les réfugiés. Une pièce par famille. Aujourd'hui encore, 150 Chinois du continent arrivent chaque jour à Hong Kong en quête de liberté politique et économique. La ville, qui a besoin de plus d'espace, gagne du terrain sur la mer. 60 km² pour l'instant. Mais cette frénésie menace l'habitat de nombreux animaux côtiers. Zhou Cheong travaille pour la Fédération de protection de la nature de Hong Kong. La population de Hong Kong, ce sont 7 millions d'habitants, mais aussi une grande variété d'espèces animales qui sont là depuis bien plus longtemps que nous. Il est de notre devoir de perpétuer cette diversité animale pour qu'un jour nos enfants puissent en profiter également. Joe et ses collègues recherchent des spécimens d'une espèce primitive menacée dans la région. La limule.
La première fois qu'ils voient une limule, la plupart des gens se demandent ce que ça peut bien être, si c'est un animal extraterrestre. Mais ensuite, on la trouve très attachante. Là, ce sont ses nageoires. Elle aime bien dresser sa queue. Chaque animal est mesuré et pesé. Les limules existent depuis très longtemps. Elles ont réussi à survivre 400 millions d'années sans évoluer. Comment sont-elles parvenues à s'adapter à ces immenses changements environnementaux? C'est un mystère que beaucoup de scientifiques aimeraient bien percer. Les limules passent les 10 premières années de leur existence sur les côtes. Ce n'est que quand elles sont assez grandes pour faire face aux dangers qu'elles rejoignent le large. Seule une limule sur 10 000 y parviendra. Les limules peuvent atteindre 80 cm de long. Ce laboratoire universitaire en fait l'élevage pour mieux les étudier. Bien qu'elles soient parfois assimilées aux crabes, les limules sont plus proches des araignées. Les limules sont les reines de la survie. Leur carapace est si solide qu'aucun prédateur ne peut en faire son repas. Et leur sang leur permet de résister à toutes sortes de bactéries. Comme le sang des limules coagule au contact de certaines bactéries, les drôles d'animaux intéressent grandement les laboratoires pharmaceutiques. Les limules y sont littéralement vidées de leur sang pour les besoins de l'industrie. Une mort cruelle et douloureuse. À terme, les limules n'ont aucune chance contre l'homme. C'est une des raisons pour lesquelles ici des animaux sont élevés avant d'être relâchés dans la nature munis d'une puce. Joe pourra ainsi les étudier dans leur environnement naturel. Joe et Bill font aussi un important travail pédagogique. Ils se rendent dans des écoles pour familiariser les enfants avec la faune. La plupart des petits hongkongais n'ont aucun lien avec la nature. À cause de la chaleur, ils ne quittent que rarement leur tour de béton. Lorsqu'elles sont hors de l'eau, si elles se renversent et que leur queue se casse, elles n'arrivent plus à se retourner. Le soleil dessèche leurs branchies et elles meurent. Les écoliers vont élever des limules pour ensuite les relâcher dans la nature. À Hong Kong, on peut encore améliorer beaucoup de choses. À travers ce projet, on peut faire comprendre aux jeunes l'importance de la biodiversité et tisser des liens entre chacun de nous et la nature. On peut ainsi contribuer à faire coexister harmonieusement l'être humain et la nature. À Hong Kong, chacun est à la recherche de son utopie. Tout le monde rêve d'un pays idéal, qui serait parfait en tout point, mais qui n'existe pas. Alors pour ma part, j'essaye de travailler sur l'espace de cette ville et sur son habitat. Casey Wong est un artiste performeur qui présente ses œuvres dans le monde entier. Dans son travail,
Il interroge le développement à outrance de la ville, suscite des interrogations et cherche même à irriter le spectateur. À Hong Kong, l'habitat est une préoccupation majeure, du fait du coût très élevé de l'immobilier. C'est une contrainte qui entrave nos libertés au quotidien, qui pèse sur nos choix de vie et sur notre sphère privée. Pour être libre à Hong Kong, il faut être propriétaire de son logement. Dans un ancien bâtiment industriel, Casey s'est aménagé un terrain de jeu idéal pour travailler. Hong Kong est tout en hauteur. La verticalité domine. Lorsqu'on marche dans ces rues étroites, la seule direction où la vue porte loin, c'est vers le ciel. Alors que là, ce studio s'étend horizontalement. C'est pourquoi je le trouve intéressant. On peut voir très loin, sans rien qui fasse obstacle à la vue. Je pense que c'est à ça que tout le monde aspire. La maison mobile est le dernier projet en date de Casey. Il en a d'ailleurs présenté une première version à la Biennale de Venise. La petite maison roulante est pensée comme une réponse à la folie immobilière qui s'est emparée de Hong Kong. Je me demande parfois de quel espace un individu a besoin, ici, dans cette ville. On entend des gens répéter à tout bout de champ qu'ils voudraient une grande maison. Moi, je pense plutôt qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'espace. Une petite surface peut très bien convenir. 1 mètre sur 1,20 m. C'est ça qui m'a donné l'idée de concevoir une maison de dimension réduite. Et j'ai imaginé cette habitation mobile. Casey veut inciter ses contemporains à penser autrement. Il espère qu'un jour, les habitants de Hong Kong apprendront à se focaliser sur l'essentiel et à lever le pied. Qu'ils apprendront surtout à refuser de se battre pour gagner toujours plus d'argent et d'espace. En voyant mon travail, il est fort possible que les gens se disent que ça ne pourra jamais exister dans la réalité. Mais pour autant, il ne faut pas que ça reste une idée qu'on prend et qu'on jette. Chacun doit se mettre en quête de ce que j'appellerais son pays idéal.